Alors, donc je vous remercie pour cette invitation. Et donc, la communication d'aujourd'hui s'intitule Les Arméniens en lutte contre la Turquie dans les années 68 à Paris, des mobilisations bricolées inscrites dans une histoire monde. Alors, le génocide donc, de 1915, commis par l'Empire ottoman, est à l'origine donc d'une grande diaspora éclatée aux quatre coins du monde, aux États-Unis, au Liban ou encore en France. Dans les années 1920, la première génération en France s'établit au sein de trois pôles, donc Marseille, Lyon, Paris et leurs régions respectives. Cette génération commémore chaque année le génocide le 24 avril dans des lieux clos et sous le signe du deuil. Deux mouvements structurent alors la diaspora dans les années de l'entre-deux-guerres, ceux qui soutiennent l'Arménie soviétique et ceux qui s'y opposent autour de la FRA, Fédération révolutionnaire arménienne, donc parti socialiste et nationaliste créé à la fin du XIXe siècle. La deuxième génération migratoire, née en France dans les années 1920-1940, est scolarisée à l'école française et se tourne vers des métiers plus qualifiés et elle s'autorise davantage à extérioriser le deuil alors qu'une perspective de retour vers les terres s'éloigne après l'échec des rapatriements en 1946-48 en Arménie soviétique. Ainsi, le 24 avril 1965, à Paris, 10 000 Arméniens sont rassemblés dans la rue à l'occasion du 50e anniversaire du génocide. Au début des années 1970, la question arménienne, une question nationale non résolue et un crime de génocide non reconnu émergent dans l'espace public français. Plusieurs contextes peuvent expliquer cette émergence. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, il y a eu donc l'épisode de la décolonisation qui a ouvert des horizons d'émancipation. À l'échelle diasporique, la troisième génération migratoire s'affirme. Elle est née dans les années 1950 puis 1960. Elle prolonge la mobilité sociale des parents, alors que l'assimilation se poursuit aussi avec les mariages mixtes et la baisse de la pratique de la langue. Quant à la Turquie, dans les années 1970, elle durcit sa négation du génocide. En France, troisième contexte, donc, dans le sillage des dynamiques protestataires issues de mai-juin 68, les luttes connaissent des mutations liées à la crise des organisations d'extrême gauche et à la fin de la combativité ouvrière. Quant à Paris, dernier contexte, ces luttes s'expriment souvent par des manifestations de rue. Manifestations de rue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les Arméniens ont été en France les acteurs d'un mouvement de protestation dans les années 1970, et pourtant, ils sont les oubliés de l'historiographie de la décennie, d'autant plus qu'ils sont présentés comme un exemple paradigmatique de l'intégration depuis 1945, tandis que d'autres flux migratoires postcoloniaux, donc des anciennes colonies en France, se déploient. Cette communication vise donc à combler un déficit de connaissances et à questionner le modèle de l'Arménien déférent envers la France pour l'observer dans l'action de se mobiliser dans l'espace public, dans la rue. Alors cette notion de mobilisation permet d'articuler le lien entre l'engagement des acteurs et leur pratique, l'occupation de la rue. Ce que j'entends occupation de la rue, ce que j'entends par mobilisation, ça a tout d'abord une dimension collective, ça vise un public et ça a pour objectif d'exprimer des revendications de nature politique. D'autre part, ces mobilisations, comme le titre l'indique, sont inscrites dans une histoire monde, d'une part parce qu'elles posent des questions globales, c'est-à-dire universelles, celles de l'indépendance d'un peuple et d'un génocide non reconnu. D'autre part, les Arméniens, en raison de leur dispersion dans le monde entier, sont perméables à différentes histoires et sont connectés à d'autres mondes en lutte et donc à une histoire monde. Ils bricolent donc leur appartenance, leur rapport au monde. Les pratiques qui m'intéressent aujourd'hui sont les pratiques où les références au monde sont donc importantes. Et donc voilà la question que je vais me poser. Dans quelle mesure les mobilisations arméniennes des années 1968, irriguées par des dynamiques protestataires mondiales et donc par des temporalités multiples, ont contribué à porter la question arménienne dans l'espace public français et sont le reflet de luttes en transition. Donc il y aura trois parties. La première partie, je vais exposer les sources et ma méthode. La deuxième partie, je vais m'intéresser à la première moitié des années 1970, quand l'effet de mai 68 a un effet. Et la troisième partie va s'intéresser aux différentes, au fait que les luttes sont en mutation dans la deuxième moitié des années 70. Donc, première partie, quelles sont les sources que j'ai mobilisées et quelles méthodes j'ai suivies. Donc, deux types de sources, pardon, je vais aller un peu trop vite, deux types de sources ont été donc mobilisées. Tout d'abord, des sources internes à la communauté arménienne par le recueil de la parole des témoins d'origine arménienne. J'ai construit donc un corpus de sources orales, donc avec des militants qui étaient nés entre la fin des années 20 et le début des années 1960, qui vivaient donc à Paris
ou à Lyon, qui étaient nés en France dans leur grande majorité, mais dont certains aussi venaient du Moyen-Orient et avaient migré en France dans les années 50 aux années 1970. Donc en tout, j'ai recueilli la parole d'une centaine de témoins. Et parmi cette centaine de témoins, il y avait un tiers qui était constitué des militants de l'ancienne, enfin, qui avaient auparavant milité au sein de la mouvance d'Ashnak. Donc, quand je dis mouvance d'Ashnak, ça veut dire que ça peut être des militants du CDCA, Comité de défense de la cause arménienne, ça peut être des militants de l'UAE, Union des étudiants arméniens de France, des militants du parti d'Ashnak ou des militants qui avaient été au Nord Serrounte et puis après qui n'avaient pas continué. Et donc, eux, ils étaient entre 35 et 40 à peu près. La deuxième mouvance que j'ai interrogée, c'est les militants, d'anciens militants de libération arménienne, pareil, autour de 35. C'est-à-dire que les 2 tiers de mon corpus correspondaient à peu près aux 2 principaux mouvements politiques qui avaient occupé la rue pendant cette décennie. Quant au dernier tiers, donc à peu près 20-25 militants, c'était plutôt des électrons libres. Ça pouvait être des Français d'ailleurs. Par exemple, j'ai interrogé l'historien Yves Ternon ou Gérard Chalian qui est décédé depuis. Alors, pourquoi ces sources orales? Tout simplement parce que comment dire, cette étude des pratiques de rue n'avait jamais encore fait l'objet d'histoire et il n'y avait pas de récit donc, collectif préconstruit sur le sujet. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir comment ils avaient lutté contre la Turquie pour réparer donc une injustice. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant que de savoir pourquoi ils avaient lutté, parce que quand on se pose la question du pourquoi, surtout que depuis 50 ans, la connaissance bibliographique de la question arménienne a fortement augmenté, et donc ils pouvaient avoir tendance à vouloir reconstruire leur itinéraire, alors que la question autour des pratiques, qui n'était pas centrale, il y avait aussi d'autres questions, bien sûr, sur leur propriété sociale, leurs référents idéologiques, était un peu nouvelle. Et donc, le recueil de cette parole n'avait pas seulement un objectif de connaissance, d'accumuler des connaissances factuelles. J'ai aussi interrogé les liens d'interconnaissance entre les témoins, parce que beaucoup se connaissaient, soit par des liens familiaux, des liens amicaux. Et j'ai aussi interrogé les interactions qu'il pouvait y avoir lors de ces entretiens, notamment des pleurs, des rires, des cris, des accents et aussi, dans le cas d'un quart des entretiens à peu près, la présence d'autrui, la présence d'un parent qui peut être là, qui circule, du conjoint ou encore des amis ou des cousins. En parallèle à cette campagne d'entretien, j'ai aussi consulté la presse arménienne, donc des 2 principaux mouvements politiques arméniens qui avaient occupé la rue, à savoir Ayastan, donc Arménie, et puis Aïbaïka, donc combat aux luttes arméniennes, et puis évidemment, bien sûr, Alach. J'ai d'autre part consulté les sources externes à la communauté arménienne, notamment les archives publiques, 3 types de sources. Donc les premières, c'est celles du Quai d'Orsay, qui sont très intéressantes parce que à chaque fois que le Quai d'Orsay communique une information sur les Arméniens, en France, il les communique aux autres ambassades, donc en Iran, aux États-Unis, au Liban. Alors, ce n'est pas systématique, hein, mais donc, par leur seul dispositif, elles témoignent donc de cet ancrage mondial, de cette dispersion des Arméniens donc, à travers le monde entier. Deuxième type d'archives, des archives qui se trouvent pardon, à la préfecture de police de Paris. Et c'est là que j'ai découvert donc, les comptes rendus des manifestations du 24 avril qui m'ont incité à me diriger justement vers donc, les manifestations de rue. Et puis, je me suis aussi, j'ai aussi consulté les archives nationales. Et donc, c'est ça qui a contribué, par le récit des manifestations détaillées, à m'intéresser davantage à leurs pratiques donc, protestataires. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en raison de leurs préoccupations de surveillance et de sécurité, il y a de nombreux rapports de renseignements généraux sur les Arméniens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils lisent la presse arménienne. Alors, pas forcément Alatch, parce qu'il faudrait quelqu'un pour leur traduire, mais ils lisent Ayastan, ils lisent Aïbaïka, ça c'est sûr. On retrouve des fois mot pour mot les mêmes expressions. Et les rapports de renseignements généraux ont tendance à schématiser un peu les traits des communautés d'origine étrangère pour les faire rentrer dans des catégories préétablies. Et ils ont tendance à simplifier les clivages, notamment générationnels, entre les jeunes Arméniens qu'ils voient un peu comme excités et comme des agitateurs politiques, surtout depuis mai 1968, alors qu'ils considèrent que les aînés, c'est-à-dire ceux qui en fait ont plus de 30 ans, hein, sont déférents et très respectueux de la France. En réalité, on le verra, cette opposition jeune-aîné dans le cas arménien diffère, puisque en raison du rôle de la famille patriarcale élargie avant le génocide, et en raison aussi du génocide, les solidarités intergénérationnelles sont très fortes entre les Arméniens, parce qu'ils ont été soudés face aux persécuteurs. Les RG sont en tout cas préoccupés par la figure de l'étranger qui pourrait menacer la sécurité du pays. Cela depuis mai 68, mais aussi depuis la lutte armée en 1975 et depuis la guerre civile au Liban, qui voit affluer de nombreux Arméniens depuis le Liban.
Et donc, j'ai croisé ces sources de nature et d'époques différentes qui ont amené véritablement à construire une enquête, un puzzle, et qui ont permis donc de mettre à jour les clivages au sein de la communauté arménienne, clivages politiques, clivages géographiques, clivages de genre, mais aussi bien sûr de les nuancer. Concernant maintenant mon historiographie, je me suis appuyée en fait sur un triple décentrement historiographique qui est lié à la relecture qu'il y a depuis une vingtaine d'années des événements de mai 68. Là, le premier décentrement se fait dans le temps, c'est-à-dire que désormais, pour qualifier l'épisode de mai 68, on dit les années 68, et en fait, ces années remontent plus en amont dans le temps, donc on remonte à l'année 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie, et ces années se prolongent plus en aval, c'est-à-dire elles vont jusqu'en 1980, date de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, qui capte en quelque sorte les expériences protestataires, alors que pendant toute cette décennie, la France a été en lutte, on va dire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas d'étudier les Arméniens en mai 68, mais c'est de voir comment leurs luttes ont irrigué toute la décennie des années 70. Deuxième décentrement, dans l'espace, les connexions entre les lieux protestataires sont mondiaux. Ce n'est pas seulement limité à ce qui se passe en France, à Paris. Hein, le Mexique aussi est en lutte, les États-Unis, le Chili, etc. Or, comme les Arméniens sont dispersés, aller regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde était aussi fondamental. Troisième décentrement, parmi les acteurs, c'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a une vingtaine d'années, l'historiographie s'intéressait surtout aux figures médiatiques de mai 68, Daniel Cohn-Bendit par exemple, pour ne citer que lui, et depuis une vingtaine d'années, il s'intéresse à des militants plus ordinaires, des militants de province par exemple. Or, les Arméniens qui ont participé à des luttes dans les années 70 n'avaient jusqu'à présent pas été étudiés, en tout cas en histoire. Et donc, il s'agissait pour moi de réinsérer les Arméniens dans l'histoire du monde, tout en étant attentif à dégager leur singularité. En raison de la dispersion de la diaspora, l'histoire des Arméniens s'inscrit dans une multitude d'espaces. Et donc, j'ai été attentive à prendre en compte leur connexion avec l'ensemble de la diaspora, aux États-Unis, au Liban, par exemple. Et donc, le jeu d'échelle a été nécessaire pour enrichir leurs actions de rue. J'ai donc été attentive aussi à la porosité de la diaspora, de multiples chronologies, et pas seulement à celle de son territoire d'accueil, à savoir la France. Plusieurs chronologies se sont rencontrées, une chronologie des mouvements protestataires en France, une chronologie des relations internationales, les relations notamment économiques et diplomatiques entre la France et la Turquie, la guerre froide qui est en arrière-plan, les conflits au Moyen-Orient liés à la présence des Arméniens au Moyen-Orient, une chronologie aussi des luttes de décolonisation, le tout croisé avec l'histoire sociale de la diaspora arménienne. Et donc, je me suis posé la question des circulations, des métissages, des hybridations issues de la rencontre entre des expériences endogènes, héritières des territoires d'origine, c'est-à-dire essentiellement le territoire ottoman, mais l'ancienne Arménie soviétisée, et les expériences exogènes, c'est-à-dire de la diaspora en France, qui a majoritairement la nationalité depuis 1945, mais même pour certains avant, et sachant que la France, en plus, est ouverte à l'esprit protestataire venu d'ailleurs dans les années 1970. J'ai donc croisé de multiples temporalités, le temps court du moment où il manifeste, avec le temps long de cette décennie. Et j'ai été frappée par la richesse et par la diversité des actions protestataires que la communauté arménienne avait mis en œuvre dans les années 1970. Et donc, mon hypothèse de départ, donc, au début de ma recherche, au début de ma thèse, c'était de montrer que ces pratiques protestataires avaient une valeur performative, c'est-à-dire qu'elles avaient contribué, selon moi, à faire venir la question arménienne autant que la voie diplomatique, et avaient même précédé aussi la lutte armée. Donc, ma deuxième partie, je vais m'intéresser ici à l'effet de souffle de mai 68, donc dans la première décennie des années 1970. Alors, cette première moitié, pardon, excusez-moi, cette première moitié des années 1970, je la nomme capsule de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'elle est en fait cette période d'une unité qui trouve son origine dans le moment qui commence en mai-juin 68 et le début de la lutte armée en 1975, donc contre les représentants de l'État turc du monde entier. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il y a eu, selon moi, 3 effets de mai 68 sur les mobilisations arméniennes, mais il y a eu aussi 3 différences. Donc, première grande sous-partie, si vous voulez, les acteurs et les lieux de la protestation. Alors, première sous-partie, si vous voulez, on va voir que les militants arméniens, donc à la fin des années 1960, au début des années 1970, sont reliés par des sociabilités étudiantes qui favorisent la protestation.
Et d'abord, il faut savoir que le nombre d'étudiants arméniens à Paris, alors là, je n'ai pas ciblé sur Lyon, mais à Lyon, on pourrait revoir la même chose, hein, est croissant, c'est-à-dire qu'il y a plus de lycéens étudiants, il y a plus de lycéens, pardon, il y a plus d'étudiants, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres, pour les autres Français. Ces étudiants, ces lycéens et ces étudiants sont nés donc à la fin des années 1940, au début des années 1950, donc ils se situent entre la deuxième et la troisième génération migratoire. Ce sont souvent des enfants d'artisans et ils font donc des études. Et ces études favorisent une sociabilité à l'origine de la connaissance de pratiques militantes dans un contexte d'effervescence politique. Et en mai-juin 68, certains donc fréquentent des lycées qui sont actifs politiquement, par exemple le lycée Jacques Decour à Paris, où ils fréquentent des universités comme Vincennes, qui est une université avant-gardiste. Et donc, ça contribue, la fréquentation de ces lycées contestataires ou de ces universités protestataires, à un esprit protestataire et à la découverte d'autres mondes en lutte. Et donc, les apprentissages politiques pour ces jeunes étudiants sont de deux ordres. Il y a des apprentissages théoriques, c'est-à-dire que ces étudiants lisent des ouvrages sur la Commune, sur Marx, sur Bakounine, par exemple, et donc ça les politise. Ils fréquentent la librairie La Joie de lire. Donc là, je suis en train de parler d'une dizaine d'étudiants quand j'évoque ces personnes. Des éditions Maspero, qui se situent dans le quartier latin et qui diffusent les idées tiers-mondistes, qui publient par exemple les écrits du Tché ou de Frantz Fanon. Et ces apprentissages sont aussi pratiques puisque les étudiants, en mai-juin 68, font l'expérience des manifestations qui occupent une place centrale dans le référentiel politique, avec aussi les réunions et les meetings. Ils assistent à des comités lycéens, se joignent à des occupations locaux, participent à des AG. Et donc, il y a un terreau propice à la protestation. Et donc, le premier effet de mai 68 sur les étudiants arméniens sont donc la contestation des allégeances, c'est-à-dire on peut affirmer que le mai 68 contamine en quelque sorte la question arménienne autour d'idéaux d'émancipation dans une volonté de questionner les hiérarchies envers les autorités françaises, envers les partis politiques arméniens, comme d'autres militants français d'extrême gauche peuvent aussi contester les anciens partis politiques que sont la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, et le PCF, Parti communiste français. Et donc l'esprit de mai, propice à toute forme de contestation, se diffuse parmi les acteurs qui s'éveillent à eux-mêmes et le débat comparatif entre mai 68 et la situation arménienne s'invite. Cet esprit contestataire touche aussi les femmes, donc des étudiantes arméniennes, qui, certaines militent au PCF, sont parmi les spontanéistes ou sont proches des anarchistes. Cette contestation des allégeances, qui est commune donc aux 68 arts français et aux Arméniens, se prolonge après mai 68. Par exemple, en mai 1972, il y a un article qui paraît dans Le Monde diplomatique qui s'intitule « La diaspora oubliée, les Arméniens » et elle indique en sous-titre « La jeunesse révolutionnaire prône le retour aux sources et veut mettre fin à un demi-siècle d'oubli ». Donc, après avoir vu brièvement cette sociabilité étudiante, on va voir dans un deuxième temps qu'il y a une organisation, donc l'UAE, dont j'ai parlé au tout début, qui a polarisé cette sociabilité et cette ébullition. En fait, l'UAE est une recréation, donc elle est recréée en 1966, donc l'Union des étudiants arméniens d'Europe. Elle met en relation des étudiants arméniens de toute l'Europe. Elle avait existé dans le passé, au début du XXe siècle. Elle avait regroupé alors des étudiants arméniens donc européens, qui était imprégnée des idéaux de 1789 et de 1848. Et elle édite une revue, donc là vous avez le premier exemplaire, Oussanor, donc étudiant, qui est elle-même une résurgence et à laquelle donc participent dans cette revue des Arméniens venus du Liban, donc Aroutun Kurdjian, par exemple, là c'est la couverture du peintre Assadour qui a été faite, Krikor Beledian, donc ils sont plusieurs voilà, à écrire dans cette revue. Cette revue et cette organisation est certes affiliée, enfin l'organisation est affiliée à la FRA, mais elle est ouverte à tous. Il n'y a pas que des militants de la FRA qui sont dans l'UAE. Et donc là, je cite l'édito de Oussanor. Le pro-Dashnak et le pro-Enchak, le gauchiste et le communiste orthodoxe ne se montrent pas du doigt en grinçant les dents. Ils se respectent et peuvent confronter leurs opinions en toute liberté. Et donc, elle regroupe voilà, des Arméniens, quelle que soit leur affiliation politique. Et donc, après mai 68, ces étudiants arméniens qui ont fréquenté l'UAE souvent s'engagent dans des organisations syndicales françaises comme la CFDT, Confédération française du travail, organisations politiques comme le PSU, Parti socialiste unifié, ou encore la JCR, donc Jeunesse communiste révolutionnaire. Ils ont une lecture de mai qui est sociale ou qui peut être tiers-mondiste.
Autour de l'UE gravitent d'autres étudiants, influencés quant à eux par les spontanéistes, qui sont adeptes de l'action directe spontanée pour réveiller le peuple arménien. Et ils s'autodésignent comme des Mao Spontex, sachant que ce terme était désigné par les trotskistes pour les dénigrer. Ce sont des étudiants donc de gauche, en histoire, en philosophie, en sociologie. Certains se sont politisés avant mai 68 et d'autres se sont politisés en mai 68. Quelques-uns se sont aussi politisés, ils avaient 13-14 ans en mai 68, donc eux, c'est 2-3 ans après. Il faut savoir qu'avoir 15 ans ou 18 ans, c'est très important en matière de politisation. Enfin, après avoir vu qu'il y avait une sociabilité étudiante, après avoir vu qu'il y avait une organisation étudiante, il y a un lieu qui est très important, c'est la cité universitaire. Donc effectivement, ces étudiants arméniens, donc, ils ont en fait quasiment tous la nationalité française, à part ceux qui viennent du Liban. Donc quand je dis arménien, c'est parce que c'est un terme commode pour les caractériser. Et donc la cité universitaire, qui peut être désignée de Campus Monde, rassemble à Paris, boulevard Jourdan, des étudiants du monde entier, parfois agités par des poussées révolutionnaires ou confrontés à des dictatures. Et donc Paris est le lieu de refuge à la fin des années 60 et au début des années 70 pour de nombreux opposants politiques. Il y a des Iraniens, des Kurdes, des Espagnols, qui sont parfois des intellectuels. Et donc, les Arméniens de France, de Paris, de province, pardon, excusez-moi, se rencontrent à la MEA, Maison des étudiants arméniens, et ils rencontrent, cette Maison des étudiants, des Arméniens d'autres pays de la diaspora, du Liban, par exemple, qui sont donc des passeurs de lutte, et des étudiants étrangers, comme des étudiants arabes, qui ont contribué à la diffusion de références et de pratiques protestataires venues d'ailleurs, qui reconnectent les causes entre elles, comme la cause palestinienne, dont on va parler un petit peu. Et donc, leur présence, leur rencontre favorise le transfert d'idées révolutionnaires. La reconnexion de la lutte arménienne à d'autres luttes ne s'effectue pas seulement par des proximités idéologiques, mais par d'autres facteurs de circulation, le statut d'étudiant, l'ancrage national double, les séjours à l'étranger, la formation en sciences humaines, la maîtrise des deux langues, donc la langue arménienne et la langue française, qui est donc une langue de référence pour de nombreux intellectuels, sont des caractéristiques présentes parmi d'autres étudiants d'autres nationalités. On peut par exemple citer Arutun Kurjan, donc, qui est un Arménien du Liban, qui vient donc étudier en France et qui rédige un article d'une trentaine de pages en arménien pour la revue Zavarian, donc au Liban. Et en fait, il y a une conférence qui est donnée donc à Beyrouth qui regroupe une centaine de personnes. Et à partir de cette conférence, il publie donc un texte d'une trentaine de pages. Et ce texte montre des connaissances extrêmement précises et fines des événements de mai 68 au Liban. Donc, il diffuse, vraiment, on peut le dire comme ça, les idées de mai 68 au Liban. Et donc, une circulation des luttes se font donc à travers les mobilités d'hommes et à travers les textes. Mais là, on peut déjà pointer une première différence entre ces jeunes étudiants, donc je dis arméniens, mais encore une fois, à 80%, ils ont la nationalité française, et les militants français qui militent en mai 68. Il n'y a pas de conflit générationnel entre ces jeunes étudiants arméniens qui ont participé à mai 68 et leurs aînés, parce qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas s'opposer et se révolter contre leurs parents. Ils sont tous, en entretien, ils disent tous que jamais ils s'opposaient à leurs parents. Il peut y avoir des discussions un peu où ils s'opposaient un peu, mais jamais ils sont en opposition frontale contre eux. Parce qu'ils sont comme leurs parents et comme leurs grands-parents, donc une partie est en vie, qui ont été témoins directs du génocide. Donc, ils sont tous, comment dire, héritiers d'une mémoire traumatique partagée. D'autre part, leur socialisation politique incorpore souvent des strates militantes qui ont été vécues en famille. Donc, quand ils sont d'Ashnak, c'est leurs parents aussi qui sont d'Ashnak. D'autre part, leurs choix politiques sont moins libres en raison de l'injonction à la déférence vis-à-vis de la France qui a accueilli leur famille et qui est un obstacle donc à la rupture complète des allégeances. Il peut y avoir une critique vis-à-vis de Gaulle, par exemple, etc. Mais ils sont beaucoup plus mesurés dans la manière de voir les choses. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce que j'appelle des aînés arméniens. Alors, aînés, c'est un peu relatif, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas 20 ans en 68, mais qui ont 30-35 ans, que j'ai interrogés aussi dans les entretiens, et qui me disent aussi que eux, mai 68 a pu aussi avoir des effets sur eux. Ça peut être une clé de lecture pour outiller la question arménienne. Deuxième sous-partie de ce grand 2, un tiers-monde arménisé. Donc, on va voir. Alors, je suis désolée parce que comme la disposition du diaporama est comme ça, il y a tout qui apparaît d'un coup et ça n'apparaît pas au fur et à mesure. Donc, deuxième sous-partie, on va voir maintenant le deuxième effet de mai 68 sur les étudiants arméniens et on va voir dans quelle mesure, puisque le sujet porte sur la question des idées du monde entier, comment elles se diffusent parmi donc les étudiants arméniens, notamment les idées du tiers-monde. Donc, c'est le deuxième effet de mai 68 sur la question arménienne, après la contestation des allégeances, c'est l'insertion
de la question arménienne, l'insertion de la problématique des peuples du tiers-monde dans la question arménienne. Et effectivement, les Arméniens, donc on le voit dans des articles, par exemple dans Ayastan, et puis on le voit aussi en entretien, et puis dans les rapports de Hergé, les jeunes Arméniens s'intéressent aux peuples opprimés qui luttent pour leur indépendance nationale et pour leur territoire. Et il y a des parallèles qui sont faits donc, entre les Arméniens, qui sont un peuple dominé, qui cherche à recouvrer ses terres en Turquie. À l'époque, en Turquie, les Arméniens sont autour de 50 000, 70 000 dans les années 70, et puis aussi en Arménie soviétisée. Et donc, les étudiants arméniens inscrivent l'histoire du peuple arménien dans l'histoire globale des peuples en lutte pour désingulariser la question arménienne, la poser comme un problème public et lui donner une visibilité. Et donc là, j'ai repris un extrait d'entretien avec Yeriché, que j'avais fait en janvier 2018. Je repris vraiment tel quel son texte. Et à un moment, il dit voilà, vers quels espaces il regarde, et il le dit oralement oui, je m'intéresse à toutes les causes du moment. Donc, moi, j'ai mis en gras pour que vous voyez bien les différents peuples vers lesquels les regards peuvent se tourner les Palestiniens, le Vietnam, les Kurdes. Et après, il continue l'entretien en disant même si on n'en parle pas beaucoup à l'époque, j'ai l'impression que je m'intéresse à ces gens-là, enfin à ces peuples-là, car j'ai le sentiment que les Arméniens, personne ne les connaît, donc je l'ai mis en rouge exprès, hein, et qu'on les connaît. C'est un peu une affaire de sortir un petit peu du ghetto. Donc il y a la volonté voilà, de sortir la question arménienne, de la désingulariser, de l'inscrire dans une histoire mondiale des luttes. Alors, on va justement décliner ensemble ces trois espaces. Donc, le premier, c'est le Vietnam. Donc là, c'est un article extrait de Yastan, donc en janvier 68, donc c'est même avant mai 68. Et donc, dans cet article, l'auteur écrit « Dans beaucoup de domaines, la lutte des Vietnamiens contre les États-Unis nous fait penser à notre lutte, et parce que les Vietnamiens ont la détermination de vaincre finalement leur grand adversaire, je crois en la victoire de notre peuple. » Donc, effectivement, l'opposition à la guerre du Vietnam a permis de nouer des solidarités transnationales et élabore une première mondialisation des solidarités politiques de la jeunesse. Sur le plan théorique, elle familiarise les Arméniens avec l'idée de lutte de libération d'un peuple, de la même manière que les Vietnamiens sont opprimés par les États-Unis et luttent contre eux. Les Arméniens cherchent à lutter contre la Turquie, qui est en plus dans l'OTAN depuis 1952 et donc qui est l'allié des États-Unis. Sur le plan pratique, certains étudiants arméniens participent à des comités Vietnam de base qui sont proches de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, UJCML, et ils participent aussi, alors ils sont quelques-uns bien sûr, à des manifestations de soutien à l'indépendance du Vietnam au début des années 1970. Deuxième peuple vers lequel les regards se tournent, les Kurdes. Les Arméniens soutiennent aussi des peuples du Moyen-Orient, donc il y a les Chypriotes, mais les Chypriotes, c'est un peu plus tard, donc il y a les Kurdes. Alors les alliances avec les Kurdes remontent à la fin du 19e siècle, on le trouve dans des textes anciens, mais les rapports, vous le savez, sont complexes en raison de leur participation au génocide. Depuis mai-juin 68, il y a un comité de solidarité de la Révolution turque qui est actif à Paris, et dans ce comité, j'ai trouvé cette référence dans un ouvrage sur mai 68 qui ne fait pas du tout référence aux Arméniens. Donc, c'est qu'il y a d'autres étudiants français, si je puis dire français, vous avez compris ce que je voulais dire, qui sont dans ce comité. Des contacts sont établis donc avec les Kurdes et avec l'extrême gauche turque aussi, par des voyages de militants, notamment à Beyrouth, qui mettent en relation donc, différentes arènes de la protestation entre étudiants de gauche kurdes, turcs, arméniens de France, arméniens du Liban, libanais et palestiniens. Troisième peuple vers lequel les jeunes Arméniens regardent. Donc là, je vous cite à nouveau deux références. Un qui est paru dans Ayastan, sur le camp d'hiver de l'UE. Donc c'était en l'hiver 1975. La cause palestinienne était la plus révolutionnaire des causes du Moyen-Orient et à cet égard, elle avait des liens avec la cause arménienne. En conséquence, l'UE essaierait d'être l'ardent défenseur de la libération de la Palestine. Et deuxième source, cette fois-ci, c'est du côté des RG. La jeunesse arménienne se montrait très sensible à l'exemple des jeunes révolutionnaires du monde entier, notamment les Palestiniens. Alors, c'est vrai que j'ai dit que pour cette deuxième partie, je m'arrêtais en 1975. Donc là, je dépasse un peu de 2 ans. J'aurais pu le mettre dans la troisième partie, mais c'est intéressant de comparer les sources internes et externes qui disent voilà, globalement la même chose. Donc, quelques mots sur la question palestinienne. Elle aussi, elle s'invite dans le débat arménien via les circulations d'hommes et de textes. Les Palestiniens sont en effet nombreux au Liban à partir de 1970 parce qu'ils ont été chassés donc, de Jordanie, donc ils sont très nombreux au Liban, et donc de jeunes Arméniens du Liban. Alors, au Liban, à ce moment-là, les Arméniens sont à peu près 200 000, sont en contact avec les Palestiniens et établissent certainement des parallèles. Comme eux, ils sont chassés de leurs terres, comme eux, ils ont été dispersés. Et donc, des Arméniens du Liban ont pu jouer un rôle de passeur dans la diffusion de la question palestinienne en France. Et cette circulation de la question palestinienne se fait par deux moyens. Le premier moyen, c'est les textes.
Et là, effectivement, en 1969, au Liban est fondé un périodique, Yerid Assar-Hay, donc Jeune Arménien, par des étudiants arméniens dont les écrits sont inspirés de l'esprit d'émancipation de mai 68. Et ce journal publie des poèmes palestiniens ou ses colonnes à la cause palestinienne, puis il défend ensuite la lutte armée contre la Turquie. Un des auteurs du journal vient à Paris d'ailleurs au milieu des années 1970. Donc on peut dire véritablement qu'il y a une polycirculation des horizons de mai 68 vers les Arméniens du Liban, imprégner la question palestinienne et que ces idées se rediffusent ensuite en France selon une grille de lecture anti-impérialiste. On peut mentionner la figure de Georges Habash et du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, qui concilie nationalisme arabe et marxiste-léniniste et qui a pu intéresser certains Arméniens. Donc là, la question religieuse, à ce moment-là, Habash et les chrétiens n'a absolument rien à voir dans la problématique palestinienne. Deuxième moyen par lequel la question palestinienne circule, c'est les mobilités d'hommes. Donc, il y a le parcours d'un étudiant arménien né au Liban, Vasken Dedeyan. Alors, je le cite parce que j'ai interrogé sa fille et donc j'ai eu son accord. Et puis, il est décédé depuis. Il avait écrit un article dans Le Monde en 1986 où il évoquait son parcours très clairement. Donc, lui, il est né en 1948. Il est venu à Paris en 1969. Alors, on ne sait pas s'il logeait à la Maison des étudiants arméniens ou à la Maison du Liban. Et son parcours témoigne de ses engagements croisés puisqu'il participe à de nombreuses actions en faveur des Palestiniens, des manifestations, des occupations de locaux. Il était en contact probable avec la gauche communiste libanaise et donc il témoigne d'une solidarité des Arméniens avec les peuples du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant aussi dans son parcours, c'est que son intérêt pour la question palestinienne se nourrit des liens qu'il développe avec la gauche prolétarienne, donc GP, qui est une organisation maoïste qui est en train à cette époque de se convertir vers l'anticolonialisme en raison de l'essoufflement des luttes ouvrières et qui cherche à soutenir les immigrés, notamment les immigrés arabes. Et donc la gauche prolétarienne, qui est donc une organisation d'obédience maoïste qui regroupe à 98% des étudiants français nés de parents français, si vous voulez, a pu représenter une voie entre l'internationalisme prolétarien et d'autres luttes qui mettent en avant la libération des peuples comme les Palestiniens. Donc après ce regard tourné vers différents peuples en lutte, on va voir aussi brièvement que les étudiants arméniens s'intéressent aussi à différents courants de l'extrême gauche française qui sont eux aussi imprégnés d'horizons tiers-mondistes. Donc il y a d'abord la gauche prolétarienne que je viens de vous citer, qui a été dissoute en 1970 mais qui continue d'exister clandestinement. Elle a pu jouer un rôle de passerelle à travers des principes comme la résistance, l'antifascisme, le rôle du peuple et la pratique d'action éclat. Des alliances sont aussi nouées avec une autre organisation d'extrême gauche française, la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, qui est trotskiste et qui, elle, se dit pro-guévariste. Et donc, les militants arméniens, dans leurs tracts, dans leurs communiqués, mobilisent le langage de l'extrême gauche française, mais avec une autonomie propre à eux. Ils mobilisent, par exemple, le langage de l'anti-impérialisme pour inscrire la question arménienne, question nationale, dans des horizons d'émancipation internationaux. Ils mobilisent le marxisme. Par exemple, ils dénoncent l'immigration ouvrière turque, résultat de l'exploitation de l'État turc sur son propre peuple. Donc cette référence au marxisme montre bien que les militants qui sont dans l'UE ne sont pas que des Dachnak, puisque les Dachnak ont pour particularité d'être à l'époque socialistes, mais pas marxistes. Ils utilisent aussi le vocabulaire libertaire quand ils mentionnent, par exemple, des luttes progressistes d'émancipation. Et ils utilisent aussi le vocabulaire de la résistance, puisque dans leurs tracts, leurs communiqués, ils qualifient régulièrement la Turquie de fasciste, et qui est un mot valise donc très important. Toutes ces alliances avec des organisations moyen-orientales et avec des organisations d'extrême gauche française se retrouvent lors d'un meeting. J'ai montré l'affiche tout à l'heure, mais je n'en ai pas parlé. Donc, lors d'un meeting qui se tient à la Mutualité le 26 avril 1972, et l'affiche affirme voilà, 3 peuples en lutte, arméniens, kurdes, turcs, meeting de solidarité. Donc, ça se tient à la cité universitaire, Maison du Canada, Union des étudiants arméniens d'Europe, comité de soutien à la révolution kurde. Et en fait, à ce meeting participent, donc il y a un rapport DRG qui mentionne toutes les organisations pour participer au meeting. Et donc, dans ces organisations, il y a des organisations kurdes, il y a plusieurs organisations palestiniennes, des organisations iraniennes et des organisations françaises d'extrême gauche, comme la GP, dont je vous ai parlé, comme la LCR, comme le PSU, comme l'AMR, et aussi des organisations régionalistes. Je crois qu'il y a l'État, par exemple, qui défend l'indépendance des Basques. Donc, si ces alliances sont ponctuelles, elles sont intéressantes parce qu'elles témoignent de la nécessité pour les Arméniens d'élargir leur horizon par leur identification des peuples en lutte au tiers-monde. Mais là, à nouveau, je vais faire une deuxième différence entre les organisations d'extrême gauche françaises et les Arméniens, c'est-à-dire que après l'absence
d'opposition générationnelle, c'est que, alors que les étudiants français, quand ils militent dans des organisations d'extrême gauche, ces organisations sont très cloisonnées, elles sont même en rivalité les unes les autres, c'est-à-dire que la LCR, par exemple, qui était pro-guévariste, avait rien à voir avec la GP, qui était pro-maoïste. Pour les étudiants arméniens, ce n'est pas un problème. Ils convoquent des organisations qui sont d'extrême gauche et qui ont des idées politiques qui peuvent être différentes. Troisième sous-partie, après avoir donc vu quels avaient été les effets de mai 68, on va voir maintenant comment cette sociabilité et comment ces idées se transmettent à travers des pratiques protestataires. Et donc, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'occupation d'un local turc qui a lieu en janvier 1972 et qui est fait donc, par des étudiants de l'UAE pour protester contre la venue de Nihat Erim, excusez-moi, qui est donc un ministre turc. Alors, ce ministre, donc Premier ministre turc, vient à Paris en janvier 1972 pour rencontrer donc Georges Pompidou, qui est donc le président français de l'époque. Et à l'occasion de sa venue, il y a donc des étudiants arméniens qui organisent donc deux manifestations, donc des étudiants du CDCA et des étudiants de l'UAE. Et les étudiants de l'UAE occupent la compagnie touristique, la Turkish Airlines. Il faut savoir que cette occupation de la Turkish Airlines en janvier 1972 fait suite à deux épisodes en avril 1970 et en avril 1971, le 24 avril, où pour la première fois, véritablement, les manifestations arméniennes étaient extrêmement revendicatives. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui étaient allés dans la rue vers le consulat et qui avaient des slogans critiques, qui avaient reproché à la Turquie d'être fasciste. Et c'est la première fois qu'on a des traces, donc dans Ayastan et dans les rapports de Hergé, que les étudiants manifestent contre la Turquie avec des slogans revendicatifs. Donc, suite à ces deux épisodes, ils occupent donc le local de la Turkish Airlines. Alors, dans le passé, l'occupation de local, par exemple celui de la Banque ottomane, donc à la fin du 19e siècle, à Constantinople, avait déjà eu pour objectif de réveiller l'opinion publique occidentale. En France, l'occupation locale, en mai 68, est très pratiquée. Alors, il y avait eu déjà en juin 36 des occupations d'usines, et à nouveau en mai 68, des occupations de la Sorbonne ou du théâtre de l'Odéon. Ces occupations, donc, ont existé en France en 1936, ont existé en mai 68, mais elles ont aussi eu lieu, à la à la cité universitaire, excusez-moi. Il y a eu aussi des occupations locaux, notamment des étudiants qui se mobilisent ensemble pour lutter contre des expulsions d'étudiants, donc expulsions d'étudiants pas forcément arméniens, de différentes nationalités. Et ainsi, la Maison du Canada est occupée en 1970. Or, vous voyez, c'est intéressant parce que la Maison du Canada, c'est elle qui a justement accueilli le meeting dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, cette occupation arménienne s'inscrit donc dans une tradition en terre ottomane, tradition en France, tradition à l'échelle infralocale de la cité universitaire, mais en même temps, elle subvertit et elle tord doublement le modèle français de l'occupation par le lieu qu'elle a choisi et la durée. D'abord, première discordance, il faut savoir que si ce mode d'action d'occuper des lieux est plutôt lié à des luttes sociales, ici, c'est très différent puisque le lieu qui est occupé, c'est un symbole national, à savoir la Turkish Airlines. Deuxième distorsion, c'est la durée. Normalement, une occupation locale, ça dure plusieurs jours. Ici, elle ne dure qu'un quart d'heure. Elle est brève. Pourquoi est-ce qu'elle est brève? Alors, les militants arméniens évoquent le fait qu'ils ont peur de la répression turque contre les Arméniens de Turquie. Et puis, il y a aussi dans cette brièveté une volonté insurrectionnelle, c'est-à-dire que par une action un peu coup de poing, éclair, les jeunes Arméniens dénoncent l'appropriation de territoires peuplés auparavant d'Arméniens et cherchent à réparer ainsi une injustice en la montrant au monde entier. Et donc, ils inversent le rapport de force et reconquièrent une dignité dans une forme de guérilla un peu symbolique. Ici, par contre, la finalité des occupations arméniennes se rapproche en partie des occupations en France, c'est-à-dire qu'il s'agit d'occuper pour occuper. La pratique n'est pas nouvelle, mais les réaménagements et les réadaptations réinventent un mode d'action. Les jeunes Arméniens rejouent un épisode héroïque de l'histoire arménienne, l'envahissement des locaux de la Turkish Airlines, qui apparaît donc au carrefour de plusieurs histoires, histoire sociale française, histoire des occupations étudiantes, histoire des mobilisations aussi anti-impérialistes. Et donc, on a un mode d'action qui voyage dans le temps, dans l'espace, pour s'adapter à des revendications en perpétuelle recomposition.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les étudiants arméniens ont communiqué sur leur activisme auprès de groupes d'extrême gauche français et d'étudiants du Moyen-Orient qui montrent une solidarité hors frontières pour élargir le champ des possibles de la réception de la question arménienne. D'autre part, cette action d'occupation n'est pas isolée, puisqu'il y a aussi des jeunes Turcs d'extrême gauche qui ont fait une grève de la faim donc pendant plusieurs jours pour lutter contre la venue du ministre turc, Erim. Et d'autre part, cette action aussi est très intéressante, c'est qu'elle trouve un écho dans la presse française. Il y a le Figaro qui la mentionne, il y a Le Monde qui la mentionne, et ça, c'est assez nouveau aussi. Deuxième action dont je vais vous parler, c'est... excusez-moi, je suis désolée, je suis allée trop vite. Donc là, je vous ai montré, c'est un exemple d'affiche qui circulait pour vous montrer comment les étudiants s'étaient organisés pour s'opposer à la venue de Erim, donc un fasciste à Paris. Donc ils font le rappel depuis le génocide arménien, le rappel aussi avec le génocide juif, génocide kurde, la répression continue, 2 millions d'Arméniens massacrés, 2 millions d'Arméniens immigrés, droit du peuple arménien à ses terres, et donc c'est signé l'UEAE. Donc, je vais vous citer un exemple d'une deuxième pratique qui a eu lieu le 4 avril 1973 et qui montre cette porosité, cette imprégnation des jeunes Arméniens à des actions qui viennent du monde entier. Donc là, ce sont des Arméniens qui ont fréquenté un peu l'Union des étudiants arméniens et qui se sont donné un nom, donc Libération arménienne, et qui réalisent le 4 avril 1973 une double action d'éclat contre des bâtiments turcs à Paris. Donc, deux actions. La première, c'est qu'ils lancent je suis désolée, le texte apparaît, hein, je vais vous le lire tout de suite. Donc, il lance 3 grenades lacrymogènes contre le consulat de Turquie, boulevard Haussmann. Et simultanément, le même jour, à la même heure, il lance des seaux de sang animal contre la compagnie aérienne Turkish Airlines, avenue de l'Opéra. Et il laisse un communiqué qui indique donc pourquoi ce sang, excusez-moi, la Turkish Airlines, complice par vos agissements du silence fait autour du génocide du peuple arménien, complice du sang des 1 500 000 Arméniens massacrés et de l'exode douloureux des survivants, à vous tous, collaborateurs du gouvernement turc, nous disons gare à l'histoire. Donc, ils cherchent par ce texte à se réapproprier leur histoire. Donc, je vous ai mis la source, fiche manuscrite à la peinture rouge laissée sur place. Et donc, c'est aux Archives nationales que j'ai trouvé le texte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent se réapproprier donc leur histoire pour la sortir du silence et attirer l'attention de l'opinion publique sur le négationnisme turc. Il s'agit pour eux de réparer une injustice, de retrouver une dignité en comblant une béance mémorielle. Jamais en France, les Arméniens n'avaient été si loin dans l'action martiale. Et il y a un texte qui est envoyé aussitôt à l'AFP, un communiqué qui est aussitôt envoyé à l'AFP. Donc, c'est écrit en majuscule, mais c'était écrit en majuscule dans le texte de l'AFP. Donc, je cite, « Pour nous, Arméniens, il est impossible de rester plus longtemps inactifs. Depuis 50 ans, notre peuple agonise lentement dans une diaspora sous l'œil indifférent des uns et à la plus grande satisfaction de la Turquie et des puissances impérialistes qui la soutiennent. Après un demi-siècle d'aliénation et d'humiliation, il est temps pour nous de relever la tête et de proclamer notre détermination et notre volonté d'exister. Arméniens, notre combat ne fait que commencer. » Donc, ce qui est intéressant, c'est savoir voilà, d'où vient ce geste, comment expliquer ce geste, comment expliquer son écho. Et effectivement, cette double action interroge le lien entre le choix de ce répertoire, pourquoi ils font ce choix-là, de commettre cette double action d'éclat, par des acteurs, et le fait qu'ils sont exposés à plusieurs contextes, et pas seulement ce qui se déroule en France. Et donc, la fabrique de cette action se situe à la confluence de plusieurs mondes en protestation dans le temps et dans l'espace. Si on fait des allers-retours dans le territoire ottoman, on peut appréhender son épaisseur historique. Et effectivement, cette opération s'inscrit dans une matrice guerrière, notamment les Fédaïs, qui, à la fin du XIXe siècle, étaient des combattants arméniens qui luttaient contre l'Empire ottoman. Plus près de nous, en diaspora, il y a un épisode très important que vous connaissez peut-être. Le 27 janvier 1973, à Los Angeles, un vieil Arménien de 78 ans, Kourkan Yannikian, qui a vu toute sa famille se faire massacrer par les Turcs ottomans sous ses yeux en 1915, convoque 2 diplomates turcs et les tue 2 diplomates turcs. Et donc la réception de cet acte de Yannikian par de jeunes étudiants en France passe les frontières, passe les espaces de la diaspora et est reformulée par les jeunes activistes. Et en entretien, certains m'ont dit que cet acte de Yannikian avait eu beaucoup d'écho chez eux. Si on resitue maintenant cette action à l'échelle du monde, cette action revêt une forme de guérilla et donc des logiques anti-impérialistes, comme le montre le choix du vocabulaire. La comparaison peut se faire avec des actes de guérilleros d'Amérique latine ou des actions d'éclat des Palestiniens. Là aussi, voyant dans l'étranger la source de tous les activistes, de nombreux rapports de Hergé et des rapports entre ambassades
de Turquie et ambassade française notent l'influence des luttes des révolutionnaires sur les Arméniens. Si on s'intéresse maintenant à cette action en France, elle prend aussi une dimension intéressante, c'est-à-dire qu'en France, après mai 68, de jeunes militants se sont engagés plus en avant, mais les mobilisations de ces jeunes étudiants ne va jamais en France jusqu'à la lutte armée. Il y a eu par exemple des actes de lutte armée, peut-être vous en avez entendu parler, en Italie, en Allemagne, de groupes d'extrême gauche. En France, il n'y a pas eu. Alors il y a Action directe 10 ans plus tard, mais c'est quand même très différent. Et cette mobilisation post-68 continue, la parole continue de s'exprimer après mai 68 sans aller jusqu'à la lutte armée. Et donc, les militants qui participent à ces actions, certains ont participé aussi à mai 68, et donc ils sont, comme les jeunes étudiants français, imprégnés d'horizons tiers-mondistes et cherchent à inscrire donc la lutte arménienne dans une série de questions internationales non résolues. Ce type d'action un peu guérilla, un peu commando, fait référence, on peut faire penser aux actions de la gauche prolétarienne qui cherche à s'affirmer dans un sens frondeur par des actions coup de poing qui expriment une colère spontanément théâtralisée. Les jeunes militants veulent agir, penser, servir le peuple arménien, être l'étincelle par une action symboliquement violente contre le régime turc. Et donc là, on a aussi une réappropriation des actions d'éclat de l'extrême gauche française qui, eux, visent à réparer une injustice sociale. Mais ici, c'est détourné au profit donc d'une injustice nationale, à savoir comment dire, la persécution de la Turquie contre les Arméniens, sa négation du génocide contre les Arméniens. Toutefois, les jeunes Arméniens ne sont pas influencés, hein, je préfère éviter ce terme qui est très linéaire et très vertical. On a plutôt la réarménisation d'une action, sa renationalisation. Les étudiants arméniens récupèrent des actions, en quelque sorte, hein, donc pour l'idée de récup, hein, d'où le terme de bricoler aussi dans le titre de cette communication, et donc réinventent un mode d'action dans une visée nationale. Alors, il faut aussi préciser quelque chose, c'est qu'il y a un événement en diaspora qui a eu lieu à Marseille en février 1973, qui a peut-être donné plus d'écho à cette action, notamment dans les médias, mais aussi dans les rapports entre ambassades. C'est le fait qu'il y a une plaque qui a été déposée comment dire, près de l'église, hein, dans le jardin de la cour de l'église arménienne à Marseille, et cette plaque mentionnait le génocide arménien. Et la Turquie a été très choquée que lors de la cérémonie, il y ait des hommes politiques arméniens. Et donc, du coup, elle a fait rappeler son ambassadeur. Et donc, il y a une organisation donc arménienne, le CEA, Centre d'études arméniennes, qui a demandé comment dire, aux Arméniens de la diaspora du monde entier d'écrire une lettre au président Pompidou pour que la France aussi rappelle son ambassadeur français, donc de Turquie. Et donc, dans l'esprit des renseignements généraux, cette mobilisation liée à cette plaque donc à Marseille s'ajoute à cette action des jeunes Arméniens qui lui donnent aussi de l'écho. Et donc, cette action, d'autre part, est très intéressante parce qu'en fait, elle ne se limite pas à la France. On constate aussi, par la même période, alors c'est difficile de dater parce qu'ils indiquent les rapports de Verger, des fois les mois, mais pas forcément les jours, qu'il y a eu des actions semblables contre les consulats turcs de Los Angeles, de Chicago, donc l'année 1973. Alors il y en a un qui est évoqué début avril, d'autres qui sont en octobre, mais la même année, on trouve ces actions-là. C'est-à-dire qu'il y a eu l'acte de Yannickian, mais il n'y a pas eu encore d'actes de lutte armée portés par des organisations armées, donc la SALA et le CJGA. Et il y a déjà des archives du consulat turc qui sont mises dans tous les sens par des jeunes Arméniens. Il y a notamment un commando qui s'appelle le commando Kürkan Yannickian qui commet ces actions-là donc, en diaspora aux États-Unis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les hommes et les pratiques circulent et ces actes inquiètent la Turquie. Hein. Les journaux turcs que les rapports de Hergé reprennent, les différents journaux turcs de tous les courants politiques, qu'ils soient d'extrême droite, plus centristes, etc., sont très, très inquiets par cette agitation, cette nouvelle agitation des Arméniens depuis quelques années. Et la Turquie s'en plaint. Et donc, voilà. Et donc, pour conclure sur cette deuxième partie qui était la plus longue, je vous rassure, je vais maintenant, et il me reste donc à peu près 20 minutes, je vais maintenant montrer la différence à nouveau entre les étudiants arméniens qui ont été marqués par mai 68 et puis les autres étudiants français. C'est cette fois-ci lié à la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants arméniens, là, alors étudiants, il y en a qui ne sont pas tous arméniens, mais beaucoup, hein, ne copient pas des références programmatiques, ils n'imitent pas, en fait, ils regardent ailleurs, comme ils l'ont toujours fait, parce qu'ils sont issus du lointain.
Ils s'éduquent à des pratiques qu'ils peuvent transposer pour la question arménienne. Et donc, la culture politique française s'ouvre à d'autres horizons géographiques. Les idées, les pratiques circulent et les transferts de l'ailleurs multiplient les temporalités vécues. Et alors qu'au début des années 1970, il y a déjà une sorte de creux de la vague des horizons du mai 68 français et que les luttes en France sont en train de se transformer, on va vers des luttes moins ouvrières, mais vers des luttes plus identitaires. Donc là, c'est vraiment un tournant le début des années 70. Au contraire, le début des années 70, enfin 72, 73, se caractérise par une pleine croissance des mobilisations arméniennes. Et donc là, il y a une discordance dans la chronologie entre les mobilisations arméniennes et les mobilisations françaises. Pourquoi? Parce que justement, les Arméniens regardent ce qui se passe au Liban, regardent ce qui se passe aux États-Unis et donc sont imprégnés de différentes chronologies. Donc, on va voir dans un troisième et dernier temps, la deuxième moitié des années 1970, puisque ces luttes irriguent toutes les années 70, que les luttes sont donc en mutation. Et donc, on va faire un premier petit topo sur donc, ce que j'ai appelé des jeunes gens en colère. Donc, je vous ai dit dans l'introduction qu'il y avait deux groupes qui avaient porté les mobilisations arméniennes dans la rue. Donc, la mouvance que j'appelle Dashnak, qui existait donc depuis un certain temps, et puis la mouvance Libération arménienne qui s'est manifestée la première fois en 1973, mais certains ensuite ont quitté le groupe, d'autres sont restés, et puis le groupe s'est enrichi de nouveaux militants. Donc, ceux qui vont m'intéresser un petit peu plus ici, parce que c'est vrai que leurs horizons, dans leurs actions, sont un peu plus radicales et un peu plus tournées vers le monde, mais ça n'empêche pas que, voilà, dans mon travail, je travaille notamment aussi sur Lyon. Donc, il y a des actions qui sont liées, par exemple, des marches ou des grèves de la faim qui sont à Lyon et qui sont réalisées par des militants de la mouvance Dashnak. Donc, effectivement, dans la deuxième moitié des années 1970 à Paris, il y a un nouveau courant, enfin un nouveau qui reprend le même nom, mais qui apparaît de gauche, donc français, même plutôt d'extrême gauche, dans un contexte de lutte en mutation. Alors d'abord, en France, elles sont en mutation parce qu'elles sont beaucoup plus sectorielles, les luttes. Et dans le contexte de la diaspora arménienne, c'est la lutte armée. La lutte armée pratiquée par des organisations arméniennes qui actualisent la question arménienne et qui fait que la question arménienne trouve beaucoup d'écho dans les médias, à la télévision, etc. Alors, ce groupe arménien, Libération arménienne, qui a un journal, donc Aybaykar, alors soit ils disent qu'il s'appelait Libération arménienne, soit ils disent aussi Aybaykar, ça dépend. On peut caractériser ce mouvement de gauche alternative par rapport à leurs idées et aussi parce qu'ils sont critiques de l'offre associative arménienne, à savoir la mouvance Dashnak et la mouvance liée à la JAF-UCFAF. Donc JAF-UCFAF, ça veut dire en fait Jeunesse arménienne de France et Union française des Arméniens de France qui regroupe les pro-Arménie soviétiques. Voilà. Et donc ces jeunes gens en colère appartiennent plutôt à la troisième génération migratoire et les historiens de l'immigration montrent que cette génération revendique davantage ses racines. Et leur prise de parole constitue donc un réveil pour cette génération issue du baby-boom qui accède à un certain confort matériel, mais comme les militants de l'UAE en mai 68, ils accèdent à un capital culturel, ils font des études supérieures, ils sont donc dotés d'une capacité critique. Ils sont presque tous nés en France, presque tous, mais pas tous. Ils sont lycéens, étudiants à l'université, en sciences humaines, en lettres, en sciences sociales. Ils se familiarisent avec des pratiques militantes, mais après, puisqu'ils sont nés, par exemple, en 55, 56, donc ils étaient beaucoup trop jeunes en mai 68. Ils ont 13-14 ans en mai 68, donc beaucoup n'ont pas pu participer à mai 68. Et là, on est 10 ans plus tard, donc en 66, 75, 76. Ils ont participé à des manifestations, par exemple, contre le Chili de Pinochet, et ils sont liés à d'autres mouvements donc aux États-Unis ou en Europe. Ils ont des traits communs avec une autre communauté diasporique en France. 10 ans plus tôt, il y avait des juifs d'extrême gauche qui avaient aussi des ascendants rescapés d'un génocide, qui avaient été socialisés pour certains d'entre eux dans un entre-soi communautaire et qui avaient transformé leur colère en puissance d'agir dans un contexte protestataire. Ces jeunes militants cherchent aussi à s'inscrire dans l'histoire des luttes mondiales, mais leur lutte, si elle s'imprègne de références internationales, c'est au service de la question arménienne, à la différence des juifs d'extrême gauche en 68 qui, à ce moment-là, eux, ne s'intéressaient qu'à des luttes sociales et tiers-mondistes et pas pour l'appliquer à la question juive. Donc ça, c'est une présentation brève du groupe. Deuxième point, maintenant, quelles sont leurs idées? Donc très brièvement, leurs idées, vers quels espaces ils regardent, en plus des espaces qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc ils regardent vers d'autres espaces du tiers-monde, donc dans une grammaire un peu nouvelle, par des réemplois inventifs.
des espaces qui sont eux-mêmes réappropriés par l'extrême gauche en France ou même réappropriés aussi par des militants arméniens qui vivent au Liban. Alors, parmi ces nouveaux groupes, ils regardent du côté des Tupamaros, par exemple, qui sont des guérilleros un peu sud-américains. Ils regardent aussi du côté de Cuba, notamment la théorie du foco du Che Guevara, qui est une théorie du fait qu'il faut allumer des foyers révolutionnaires un petit peu partout. Ils regardent aussi du côté de la Chine, hein, du côté du maoïsme. Donc, le maoïsme est reformulé de trois manières. Donc, c'est un peu étonnant parce qu'on est en 76-77, Mao est mort. Le maoïsme est très critiqué déjà depuis plusieurs années. Et donc, avec décalage, hein, on voit bien cette idée de décalage parce que leur imprégnation n'est pas que ce qui se passe en France, mais partout ailleurs. Ils s'approprient donc les idées de Mao donc dans différents domaines, notamment parce que, par exemple, dans leur journal Aïbaïka, ils évoquent leur révolution culturelle. Ils détournent des citations du Petit Livre Rouge comme « La révolution arménienne n'est pas une révolution de gala ». Ils s'inspirent des actions de propagande des Maos Pontex en mettant l'accent sur la spontanéité révolutionnaire des peuples. Et puis le maoïsme offre aussi un cadre théorique puisque Libération arménienne veut lutter contre deux impérialismes, la Turquie, alliée à l'OTAN et au camp occidental, et puis de l'autre, l'impérialisme soviétique. Et donc, ce mouvement se distingue des maoïstes français, puisqu'ils appliquent les idées des maoïstes, mais de manière décalée dans le temps pour être ajustés à la question arménienne. Deuxième exemple théorique, après le maoïsme, le marxisme. Alors, je vais être brève aussi ici, parce que je l'avais déjà évoqué quand j'avais fait une petite intervention à l'INALCO au mois de juin. Donc, le marxisme aussi est réadapté. Il est un peu butiné, recyclé, avec des écarts et des discordances. C'est-à-dire que du marxisme, ce qui reste surtout, ce n'est pas la lutte des classes, mais le délibération nationale qui dénonce l'impérialisme. C'est-à-dire que la Turquie, c'est les oppresseurs et les Arméniens sont les opprimés. D'autre part, il faut cohabiter des courants que les marxistes français cloisonnent. C'est-à-dire que parmi les militants de libération arménienne, il y en a qui se disent marxistes-léninistes et puis d'autres qui se disent Maos Pontex. Or, si on voit dans le détail, c'est en France, les marxistes-léninistes et les Maos Pontex sont complètement différents. Les marxistes-léninistes, ils mettent en avant l'idée d'avant-garde, les léninistes, et l'idée qu'il faut penser d'abord et puis agir ensuite. Les Maos Pontex, c'est tout le contraire. Les Maos Pontex, c'est le peuple qui est mis en avant et pas une avant-garde. Et ce qu'il faut, c'est agir d'abord, penser après. Et donc là, on a différents courants qui irriguent le mouvement. Donc, on a bien un exemple ici de bricolage, au croisement de plusieurs mondes en révolte. D'un côté, l'héritage vertical et endogène du peuple donc opprimé par la Turquie, et de l'autre, le regard vers d'autres horizons, vers l'ancrage tiers-mondiste. Et donc, à la différence des Français, divisés en courants idéologiques distincts, comme il s'agit ici de rassembler des Arméniens peu nombreux dans une dynamique de lutte, chacun peut puiser et braconner dans les différents courants de l'extrême gauche française. Je vais donc prendre des exemples de pratiques donc dans la deuxième moitié des années 1970. Je vais en prendre trois. Le premier exemple, c'est la manifestation du 24 avril 1976. On va voir ici comment les Arméniens regardent dans le monde entier. Donc là, je vous ai mis un appel qui est fait par le groupe Libération arménienne dans le journal Libération, parce qu'un des militants de Libération arménienne travaille au journal Libération. Et donc, je cite, « Une avant-garde s'est aujourd'hui levée. La lutte pour la libération de l'Arménie occupée par la Turquie, c'est un devoir pour tous les progressistes d'aider les Arméniens en lutte pour la libération de leur patrie où prolifèrent les bases de l'impérialisme américain. La Turquie est raciste, belliqueuse, expansionniste. Elle a tenté à plusieurs reprises de noyer dans le sang le peuple kurde et contre le fascisme en Turquie. » Donc là, on voit bien qu'on a tout le vocabulaire de tiers-mondiste, tout le vocabulaire anti-impérialiste qui s'exprime ici. Mais en même temps, on va voir que ces références tiers-mondistes et anti-impérialistes ne sont pas les seules. Donc là, je vous ai mis la couverture de la revue Arménia qui illustre donc le 24 avril 1976. Et donc, il faut savoir que cette manifestation, l'autorisation a été demandée de manifester par le CDCA. Libération arménienne avait donc publié un appel à manifester dans Libération et a tout fait, parce que cette manifestation avait été interdite par la préfecture de police, en raison de la pression turque, certainement. Malgré cette interdiction, les jeunes militants, donc, comment dire, ils peuvent venir de courants différents, du Nord Séroute ou alors de Libération arménienne,
osent pourtant manifester et il y a une manifestation qui dure près d'une heure et demie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur tenue, on voit bien la familiarité de ces manifestants avec la pratique manifestante. Donc, ils sont plutôt jeunes, ils ont les bouches entrouvertes comme s'ils scandaient des slogans, ils ont des tenues vestimentaires décontractées, ils communient les bras enlacés, ils occupent la chaussée. Là, on a la première preuve et la première véritable trace. Ce que c'est qu'une manifestation, c'est quand on est dans la rue, on occupe la chaussée, alors que pour les manifestations précédentes, il n'y avait dans aucun texte, que ce soit à l'âge, que ce soit à Yastan, Baïkar n'existait pas à l'époque, que ce soit dans les rapports DRG, on n'a pas de preuve que la chaussée est occupée. Là, on l'a vraiment clairement par la photo, mais aussi par les différents rapports. Le matériel militant, ils ont des banderoles, ils ont des pancartes, un contenu offensif qui sont donc le témoin d'une jeunesse engagée et prise de solidarité. Et on peut supposer que ces actions manifestantes sont le fait d'apprentissage d'autres manifestations, donc d'autres codes manifestants qui circulent, notamment qui circulent. Et il y a un tract, par exemple, de Libération arménienne qui est diffusé le 24 avril 1976, qui fait référence à l'Angola, au Vietnam, à Cuba. Et parmi les slogans, ils scandent A, Arménie, Feda, Feda, Fedaï, référence donc au Fedaï arménien du passé, et référence aussi horizontale soit aux combattants palestiniens, soit aux organisations arméniennes qui luttent contre la Turquie. Ce qui est intéressant toutefois, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes Arméniens d'extrême gauche qui sont présents à cette manifestation. Et là, elle se distingue justement des manifestations françaises telles qu'on peut les trouver à l'époque. Première discordance, c'est que en plus de ces pancartes, on en trouve d'autres. Je vous en cite une, par exemple, l'humanité ne peut pas vivre avec un cadavre dans sa cave, qui reprend une citation de Jean Jaurès. Et en fait, cette phrase de Jean Jaurès avait été utilisée par le CEA, Centre d'études arméniennes, une dizaine d'années auparavant. Donc, il n'y a pas que des gauchistes internationalistes qui sont présents à ces manifs. D'autre part, vous voyez aussi dans les mots d'ordre, vous avez génocide arménien, génocide impuni. Donc, c'est-à-dire que le mot d'ordre, ce n'est pas que les terres, mais c'est aussi un mot d'ordre qui commence à devenir plus mémoriel. On est en train, peu à peu, subrepticement, de passer des revendications des terres, et ça va mettre plusieurs années, aux revendications mémorielles et au génocide. Puis vous voyez en anglais, un Turkey must pay for its crimes. Donc là aussi, c'est l'idée qu'il faut sanctionner le négationnisme turc. Et effectivement, même si là, on voit surtout des jeunes, en réalité, la mobilisation est intergénérationnelle. Par exemple, la pancarte chypriote, kurde, arménien, même combat, et donc dans une photo qui est publiée dans Arménia, est tenue par un homme très âgé qui est peut-être un rescapé du génocide, qui avait 80 ans. Et dans les listes des interpellations, parce qu'il y a eu 140 interpellations lors de cette manifestation, sur les 5000 à peu près qui participent à la manifestation, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui étaient nées dans les années 1900-1920. Soit qui étaient nées donc, en territoire ottoman, soit qui étaient nées en France, mais qui étaient des personnes âgées. Alors, je vous donne l'exemple d'un autre tract qui montre donc cette dimension internationaliste. Donc, c'est cette fois-ci pour le 24 avril 1977, à nouveau libération arménienne. Arménien, tu as défilé, peut-être tu seras tout à l'heure matraqué par les CRS ou les brigades d'intervention. Les groupes fascistes vont t'intimer l'ordre de rentrer chez toi, voire dans ton pays. Mais demain, rien ne sera changé, rien ne changera tant que tu attendras que les autres fassent la révolution pour toi. Rien ne changera tant que tu ne t'organiseras pas ou que tu ne viendras pas rejoindre la poignée de militants qui s'efforcent de lutter pour que chaque jour soit un 24 avril, et ce jusqu'à la libération totale de nos territoires occupés et de notre peuple. On a là un condensé parfait de toutes les références de l'extrême gauche française qui dénoncent la violence policière, qui dénoncent le fascisme, qui montrent qu'il peut y avoir du racisme vis-à-vis des Arméniens, qui a pour horizon la révolution, qui tutoie, qui revient comme un leitmotiv. Donc là, on a un mimétisme complet des horizons donc de l'extrême gauche française, mais c'est au service d'autres idées, à savoir libérer les territoires turcs. Alors, comme il ne me reste que quelques minutes, je vais passer de côté sur un autre exemple de pratique protestataire que j'avais évoqué en juin à l'UNALCO, donc je passe dessus. Et puis, je vais prendre un dernier exemple et ensuite conclure. C'est l'usage du 1er mai. L'usage du 1er mai, c'est très intéressant. Donc là, vous avez une photo de Haï Baïkar qui montre des manifestations sauvages. Donc, c'est des manifestations que Libération arménienne faisait pour s'opposer au fait que les manifestations du 24 avril avaient été, empêchées par la préfecture de police de Paris. Et donc, pour dire qu'ils étaient contre ces interdictions, ils manifestaient sauvagement sans demander l'autorisation dans différentes rues de Paris. Et puis, vous avez aussi le 1er mai.
Et ce qui est intéressant, c'est que les banderoles que les jeunes Arméniens utilisent lors de ces manifestations sauvages, ce sont les mêmes que celles du 1er mai, sachant que le 1er mai, c'est une journée de lutte, hein, on va l'évoquer tout de suite, qui a lieu à peu près une semaine après le 24 avril. Et ce qui est très intéressant, c'est que on peut voir qu'il y a des regards vraiment croisés sur le 1er mai. Là, vous avez un rapport des RG qui date de 77. La solidarité entre les peuples, les antifascistes, les anti-impérialistes, ces militants défileront sur leur propre banderole et dans l'attraction du cortège suivant le défilé syndicaliste. Là, c'est un entretien avec un militant, Armand, donc en octobre 2017. Les manifestations auxquelles on participe avec d'autres peuples, c'était avoir une manière arménienne au défilé du 1er mai, qui était un peu à l'époque un défilé internationaliste. On apparaissait avec les Kurdes et on commençait à discuter avec eux. On était content qu'il y ait des Kurdes et des Grecs qui soient présents aux manifestations arméniennes. Et enfin, la presse arménienne, la Saïbaïta, les Arméniens sont confrontés à la dure réalité de la vie quotidienne, à la fois en tant que travailleurs et en tant que peuple opprimé et spolié de ses terres. Participer à cette manifestation, c'est un moyen pour les minorités de réaffirmer leur volonté d'existence et de leur lutte quotidienne contre l'impérialisme. Et donc, c'est intéressant, c'est l'usage que font donc les jeunes Arméniens du 1er mai. En fait, c'est un usage ancien, c'est-à-dire que dans les ouvrages de l'année de termination, elle mentionne déjà, dans l'Arménie du Caucase, le fait que les Arméniens, à la fin du 19e siècle, manifestaient pour des raisons sociales lors du 1er mai. D'autre part, il y a des étudiants de l'UEE, donc qui Nunor Serunt à Lyon, qui me disait aussi que lors du 1er mai, ils manifestaient. Mais la différence de Libération arménienne, c'est qu'elle systématise cet usage du 1er mai. Hein, elle est présente en 1976, en 1977, en 1978, 3 années où la manifestation du 24 avril a été réprimée. Et donc, ça permet à Libération arménienne d'occuper le terrain et de réactualiser en permanence la question arménienne. C'est un moyen pour elle de rattacher l'histoire arménienne à d'autres peuples en lutte. Et effectivement, l'usage du 1er mai en France est en train de changer à ce moment-là. Dans la deuxième moitié des années, il me reste 2 minutes, est en train de changer à ce moment-là, puisqu'au départ, le 1er mai, c'est un usage social, c'est unir les travailleurs en lutte. Or, dans la deuxième moitié des années 70, il y a beaucoup de migrations en France politique, hein, par exemple les Chiliens ou encore les Palestiniens, et le 1er mai prend une autre dimension qui est plus liée à la défense des peuples en lutte, justement. Et les Arméniens, de Libération arménienne, s'inscrivent complètement dans cette dynamique. D'autre part, la dimension sociale du 1er mai change aussi, c'est-à-dire qu'elle prend davantage une dimension mémorielle et nationale. Et à nouveau, Libération arménienne s'inscrit dans cette dynamique-là et est présente. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ils sont entre 50 et 100 à chaque fois. Il y a les Kurdes, des fois, qui manifestent avec eux, et ils ne sont pas très contents non plus parce que les Turcs sont beaucoup plus nombreux. Hein, ils sont à peu près autour de 1000. Et donc, pendant quelques années, voilà, Libération arménienne s'est emparée de cet usage du 1er mai pour désingulariser la question arménienne et inscrire les Arméniens aux côtés d'autres peuples en lutte. Donc, je pense qu'il faut que je conclue. Pas de problème. Je peux continuer encore? Ah, parce que C'est-à-dire, il risque d'y avoir beaucoup de questions. D'accord, donc c'est pour ça que je vais peut-être conclure. Mais j'ai commencé il y a 1 heure, je crois. C'est ça? Non, mais est-ce que c'est bien 1 heure ou c'était plus ou moins? Voilà, je vais conclure. Je vais conclure. J'avais dans cette partie, juste je précise le thème et je vais conclure, j'avais aussi évoqué les manifestations sauvages, mais encore une fois, je l'avais évoqué au mois de juin. Et puis j'avais aussi évoqué la question des occupations locaux que réalisait Libération arménienne en 1981, donc dans une dimension aussi un peu internationaliste. Donc je vais conclure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bilan des effets de mai 68 sur la question arménienne? On peut dire que, effectivement, les Arméniens, dotés en capital culturel, acquis ou renforcés par l'épisode mai 68, n'y ont pas participé au sein d'un mouvement collectif organisé pour porter des revendications spécifiquement arméniennes. On n'a pas de trace d'un mouvement arménien organisé pour dire bon, on va profiter de mai 68 et puis on va dire que la question arménienne doit ressurgir dans l'espace public. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hein, c'est en tant qu'individu, il s'imprègne de différentes luttes, de différentes questions sociales, comment dire, internationales, qui fait qu'il s'intéresse voilà, à mai 68. Et donc, c'est en tant qu'individu. Voilà, ça, c'est très important. C'est en tant qu'individu qu'il s'imprègne de cette émancipation de mai 68. Et ensuite, c'est plus tard qu'il reformule les enjeux de la question arménienne pour mai 68. Et donc, il y a des passerelles qu'on peut comment dire, établir entre cette participation à mai 68 et des actions de rue qui sont ensuite établies contre la Turquie plusieurs années plus tard, qui méritent donc qu'on accorde toute sa place à mai 68. Il y a donc eu des années 68 arméniennes,
Celles-ci ont été imprégnées d'horizons mondiaux, bricolées en raison de l'éclatement de la population arménienne dans le monde entier et en raison de sa réception à différents espaces européens, arméniens, libanais, palestiniens, américains. Ces mobilisations ont eu des effets performatifs sur la question arménienne selon des temporalités décalées par rapport à la chronologie française. Et donc là, on a bien des luttes qui sont en transition. À la fois, il y a une singularité arménienne qui est que ces luttes s'approprient des éléments français, sociaux, internationalistes, mais en même temps, on est déjà en train d'évoluer vers des luttes plus sectorielles, plus identitaires. Et donc, à la fois, les Arméniens arrivent un petit peu après ces luttes de mai 68, mais en même temps, ils sont aussi, on va dire, à l'avant-garde de ces nouvelles luttes qui émergent dans la deuxième moitié des années 70, c'est-à-dire des luttes pacifistes, des luttes régionalistes, des luttes féministes, des luttes antiracistes. Et donc là, on a des luttes en transition dans la deuxième moitié des années 70, à la fois tournées vers des horizons d'émancipation internationaliste et en même temps des luttes dirigées vers une identité invisibilisée par le négationnisme turc. Et donc la spécificité des militants arméniens par rapport aux militants occidentaux, donc je mets un guillemet bien sûr là, c'est qu'ils ne sont pas en quête d'identification lointaine parce qu'ils sont eux-mêmes issus du lointain, qu'ils réexaminent à travers le filtre de leur projection reformulée par des délestages, des adjonctions. Ces rencontres, qui mobilisent plusieurs mondes en protestation, reflètent leur capacité d'adaptation. Ils s'ouvrent à des performances brassées, sans être imités, qui ont fait advenir la question arménienne. Et donc les Arméniens sont un peu comme des bricoleurs. Ils recollent des bris d'histoire en jonglant avec les temporalités. Comme des artisans, ils recomposent des combinaisons d'éléments épars issus d'espaces multiples arméniens, français, internationaux, ainsi métissés. L'occupation de l'espace public dans les années 1970 a donc précédé la lutte armée, certes qui constitue une véritable rupture dans la visibilité de la question arménienne. Cette occupation a préparé ensuite le lobbying des années 1980-1990 qui ont mené, donc 20 ans plus tard, en 2001, à la reconnaissance du génocide arménien. Et donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis désolée pour le dépassement. Pour cette présentation passionnante. J'ai essayé tout à l'heure d'accéder au chat sans venir sur cet ordinateur-là, mais je n'ai pas réussi. Est-ce qu'on peut enlever Oui, oui, on va. le PowerPoint parce qu'on se voit plus tard. Sauf que je suis. Ah, super. Voilà. Et en fait, peut-être qu'on va mettre le. Hop. On va faire apparaître les intervenants sur le bon écran. Et le chat est où? Je suis. Voilà, donc, OK, sur le chat, c'était uniquement des gens qui s'excusaient de partir. Donc, je crois qu'on peut ouvrir les questions. Oui, Claire. Merci beaucoup à Sophie pour cet exposé passionnant et la gageure d'avoir synthétisé tout un travail, même si c'était une partie de mon travail sur le sujet, hein, parce que la thèse englobe une période beaucoup plus, beaucoup plus large. C'est intéressant peut-être quelques-uns là, qui sont de ma génération, de revivre ça, peut-être vu d'une autre façon, à la fois. Enfin voilà, effectivement, à l'époque, on ne l'a pas vécu de façon aussi, comment dire, je veux pas dire intense, mais enfin, aussi pensée, enfin aussi, voilà, parce qu'on était dans l'action. Non, ce que je voulais dire, enfin, je veux dire, sur le dernier point là évoqué, le bricolage, en fait, c'est aussi une grande tradition arménienne pour les idéologies, y compris du marxisme, du socialisme, etc., du 19e siècle. Et je me souviens, on a évoqué tout à l'heure Gérard Chaliand, hein, qui nous a quittés cet été. Et je tiens à la thèse, il était au jury de la thèse de Geiz Minassian,
qui a fait une énorme thèse, voilà, de 1500 pages sur le parti d'Achlag et qui s'étonnait des avancées et des reculs. Et c'est lui à ce moment-là qui a dit, mais bon, ils ont bricolé, il faut pas avoir peur de ce mot. Enfin, il avait utilisé effectivement, enfin, ça, à l'époque, c'était, voilà, je suis pas politologue, mais enfin, il avait montré comment effectivement c'était des idéologies bricolées. Et puis quand on travaille sur ces questions, on voit qu'ils empruntent pas au socialisme français, mais au russe, au la Narodnaya au Karl Branary, puis ils font une mixture et puis ils la réadaptent. Mais ça a été pareil avec le soviétisme et la façon de gérer les nationalités en URSS. Enfin, il y a en permanence cette, enfin, ce qui a été, voilà, évoqué, cette réargumentation. Et donc, c'est aussi une tradition. Et c'est assez passionnant de voir comment ça fait, puis réorienter à chaque fois vers cette question arménienne non résolue. Mais même autrefois, je veux dire, au 19, même avant, je pense que dès la fin des États, ou même enfin, quand ils essaient de, voilà, de retrouver une souveraineté ou de reconstituer l'État, enfin, il y a quand même là quelque chose de la longue durée qui est assez passionnant. Et là, remis au goût du jour de voilà, les luttes plus modernes de mai 68. Alors maintenant, aujourd'hui, 50 ans après, ça paraît d'ailleurs l'ère des dinosaures, hein, quand j'y repense. Mais c'était assez, c'est vraiment assez passionnant. Il y a un événement que vous n'avez pas évoqué ou que vous n'avez pas évoqué, c'est l'affaire du paragraphe 30 aussi en 73, qui a aussi quand même été, entre guillemets, comme voilà, le rôle du rejet de la communauté internationale, pas seulement de la Turquie, mais de l'ONU, donc du paragraphe 30 proposé par le rapporteur rwandais pour intégrer dans la convention sur les génocides, enfin, ou les préventions, à titre historique, la question arménienne. Donc, c'est vrai que c'était cette année-là. Puis l'année suivante, peut-être aussi le rôle de ce qui s'est passé à Chypre. C'est passé rapidement, mais Chypre Oui. a été aussi un moment important, et d'autant plus que, bon, il y avait aussi des Arméniens à Chypre, une communauté importante qui a été directement frappée avant la guerre civile au Liban. Il y avait le collège Melkonian. Enfin voilà, c'était un lieu en plus. C'est les derniers Lusignans sont des Lusignans de Chypre. Enfin, bon, il y a des connotations. Enfin voilà, peut-être qu'on ne pensait pas comme ça à l'époque, mais enfin, je veux dire, ça a été aussi. Bon, dans mon souvenir à moi, c'est vrai que c'était ça. Et puis les manifs, je me souviens à la CTU, justement, à la Maison d'Arménie, enfin, qui a joué effectivement un rôle assez crucial, y compris les hivers passés à Bellefontaine ou ailleurs, enfin, de rencontres. C'est-à-dire que c'est la première fois où les Arméniens aussi, enfin, on savait qu'ils y avaient une dimension mondiale, mais qu'ils se rencontraient vraiment physiquement. Enfin, c'est pas la première fois complètement, mais là, avec euh, enfin, peut-être de façon, enfin, parce que la CTU existait depuis longtemps, mais enfin, la maison des étudiants arméniens, mais je sais pas, il y a eu un moment assez particulier autour de ça, et puis voilà, des slogans grecs, turcs, enfin, turcs, kurdes, arméniens, même combat, enfin voilà, tout ça, c'était, il y a des lieux effectivement qui ont joué un rôle. Oui, parce que c'est pas une deuxième conférence là. Sur nous-mêmes, hein. Chypre et l'affaire du paragraphe. Claire, il y avait une question là, il y a un tout petit silence. Si tu as une question, sinon on va donner aussi des questions à la salle parce qu'on n'a pas énormément de temps pour les Non, interactions. c'était ça, c'était le rôle Ok, de Chypre. merci Et le beaucoup. Oui, Chypre, je l'ai évoqué, Chypre. Je l'ai dit en 1974. Quant à l'affaire du paragraphe 30, comment dire, je l'évoque à d'autres moments, dans d'autres colloques et puis d'autres interventions que j'ai faites. Et puis dans la thèse, évidemment, il a une place très importante. Et dans le livre aussi. Voilà, donc un article qui va paraître en anglais notamment, où il est un peu au cœur de mon sujet. Donc là, oui, c'est vrai, j'ai pas eu le temps, mais là, déjà, j'ai dépassé, j'ai même enlevé des choses. Voilà, j'avais pas le temps de tout évoquer pour les contextes, malheureusement. Merci Claire. Une question dans la salle? Moi, j'aimerais bien poser une question. J'ai essayé d'alterner un peu, sinon, il y avait enfin, c'est comme vous voulez, hein, je vous donne la parole là. Alors, il y avait quelqu'un en ligne qui voulait intervenir. Allez-y. C'était qui? C'était Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette intervention, c'était hyper intéressant. Je voudrais poser une question sur le CDCA. CBCA, oui. Première question, en fait, tout le monde dans la littérature dit qu'il a été créé en 1965. Oui, tout à fait. Moi, je ne le vois pas actif. Moi, Plus tard. je travaille sur le négationnisme turc.
Et donc, je ne vois pas, et je regarde du coup la relation avec ce que vous étudiez et les réactions ou le circuit d'interaction avec les Turcs. Et du coup, je ne le vois pas actif avant le début des années 70. Et je Tout voulais à savoir si fait. c'était aussi votre Oui, impression. oui, oui, tout à fait, absolument. Il est créé effectivement en 1965 et il y a l'équivalent aux États-Unis, l'Armenian National Committee. Donc ça, c'est la date, on va dire, officielle. Mais en réalité, par exemple, les RG, selon les RG, c'est 71, avec la paternité de, comment il s'appelle, du maire de Marseille, Gaston Defferre, voilà. Donc on trouve d'autres dates. Donc la date de 65, c'est ce que j'ai trouvé, on va dire, dans la littérature arménienne, si je puis dire. Mais son rôle actif, rapport de RG 1971, et ensuite actif où on le voit vraiment demander, manifester, etc. Là, c'est 1976. Alors, ça dépend aussi des régions, c'est-à-dire que à Lyon, il est très, très actif. Mais c'est pareil, c'est plutôt le milieu des années 1970. Donc, il est créé avant, mais il est actif plus tard. Voilà. Et du coup, j'ai une deuxième question qui est un peu l'inverse, à savoir, j'ai l'impression, et là je parle un peu sans trop savoir, j'ai l'impression que les années 80 sont un moment d'autonomisation, non seulement, disons, de la cause arménienne vis-à-vis du terrorisme qui commence à avoir très une réputation après l'attentat de 1933, et même pour le CDCA, et ça c'est ma question, c'est plus une hypothèse qu'une affirmation, c'est ma question, vis-à-vis du parti d'Achnak. Et en fait, comme vous avez commencé par dire, voilà, ce que je comprends très bien pour la période des années 68, d'Achnak égale Norserund égale CDCA, je voulais savoir à quel moment, et c'est aussi une question qui s'adresse à Claire peut-être, à quel moment est-ce que le CDCA a commencé à s'envisager, s'il a jamais été fait, comme autonome, et pas seulement en termes organiques, organisationnels, mais même en termes politiques vis-à-vis. Alors là, en fait, où il devient très actif et très, très important, c'est avec l'affaire du paragraphe 30, justement. Là, avec l'affaire du paragraphe 30, là, voilà, il est actif, c'est-à-dire qu'il se mobilise, il commence à faire du lobbying. Il y a une marche qui est organisée, par exemple, en 1979, qui va de Lyon à Saint-Julien-en-Genevois. Et cette marche, elle est d'ailleurs dans l'ouvrage de Varoujon Attarian. Il mentionne cette marche. Donc là, il est vraiment, sans lui, voilà, ce paragraphe 30 serait peut-être passé dans l'oubli. Quant à son autonomie par rapport au Dashnak, en fait, l'idée, c'est d'attirer des militants qui ne soient pas liés au parti, mais comme l'UEAE le faisait avec les étudiants. Donc c'est un peu pour avoir plus de monde. Mais il y a une autre organisation qui est un peu concurrente au début des années 1980, c'est SFA, Solidarité franco-arménienne. Donc tous les deux, hein, ces deux groupes, on peut dire, cherchent à mobiliser les hommes politiques français pour les intéresser à la question arménienne. Et en fait, moi, mon travail va jusqu'au milieu des années 80, parce que ce que je veux montrer, c'est que dans la première moitié des années 1980, il y a un nombre de manifestations hors 24 avril qui est extrêmement impressionnant. Et là, alors qu'on avait des Arméniens, on va dire, un peu amateurs en 1970, avec quelques slogans, une ligne effilochée, un peu hésitant, c'est normal, ils s'emparent du mouvement. Après, le rassemblement de 1965 est extrêmement important. Dans la première moitié des années 80, les deux organisations principales qui portent la revendication arménienne dans la rue, ils ont leur service d'ordre, ils ont leur slogan, ils ont leur itinéraire. Alors, vous savez comment c'est avant. Ça commence justement cette période où les manifestations sont interdites entre 76 et 78. Mais là, première moitié des années 80, il y en a le 24 avril, mais il y en a aussi pour défendre les prisonniers politiques arméniens accusés d'attentats et qui sont très nombreuses. Et là, on voit vraiment véritablement une maîtrise de la rue, mais en même temps, il y a comment dire, le discours change, c'est-à-dire qu'on avait les terres qui étaient centrales dans les revendications. Au milieu des années 80, en 85, on est sur plus le génocide. Et ça se fait bien sûr de manière très évolutive. Hein. Ce n'est pas du tout d'une année à une autre, ça change et il continue toujours à affirmer que les terres sont très importantes. Et donc pour le CDCA, voilà, c'est vrai que son action, c'est à ce moment-là. Donc quelle mesure il est indépendant du parti d'Achnak? Là, je préfère peut-être laisser Gaïs Mination qui n'est pas là ou Claire s'exprimer dessus. Voilà. Bon, ce que disons, les têtes de file du mouvement, enfin du CDCA, sont au parti ou sont très proches du parti. Bon, ça, c'est sûr. Il y a quand même un autre moment qui n'a pas été évoqué ici, hein, parce qu'il est peut-être dans le travail, dont moi, un souvenir aussi assez vif, c'est en 1970, le cinquantenaire du traité de Sèvres. Oui. Et là, qui a été très fort aussi.
et qui a immobilisé, alors pas que dans la rue, je sais plus s'il y a eu des manifs, mais enfin, en tous les cas, il y a eu des grands mouvements, enfin, il y a eu une grande commémoration avec là les derniers représentants de la République en exil, avec la participation aussi d'hommes politiques français, etc. Donc ça, c'était aussi quand même, le CDCA, il était impliqué, la FRA évidemment, et ça a été un moment fort quand même, car j'ai aussi, enfin, qui a une autre façon aussi de réévoquer la question arménienne. Alors effectivement, après, la question des terres est un peu passée au second plan, mais ça a été un moment fort, et je pense que la Turquie a été particulièrement attentive à cette commémoration. Alors là, par contre, alors évidemment, cette commémoration, je la connais, hein, je l'ai vue dans Aya Saint-Sarah, je l'évoque. Voilà. Par contre, il n'y a pas une mobilisation de rue autour, donc c'est pour ça que ce n'est pas central dans mon objet. Et alors, il y a par exemple, dans les rapports de RG auxquels j'ai eu accès, jamais elle n'est évoquée. Moi, je n'y ai eu accès que par les sources arméniennes, pas par les sources françaises. Voilà, donc c'est pour ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sur le 50e anniversaire du traité de Sèvres, 1970. Donc, ça a été central, effectivement. Mais je ne sais pas du coup dans quelle mesure la Turquie, ça l'a inquiété ou pas. Enfin, voilà, mais c'est possible. Dernière question qui est factuelle. J'ai On a le l'existence d'un office de défense du patrimoine arménien qui, à Marseille, s'inspirant peut-être du centre d'études arméniennes, mène des campagnes d'affichage. Et ça, c'est en 65, 66. Mais je n'arrive pas à trouver d'informations précises. Le CEA est très actif. Le CEA a été très, très, très actif. Tous les militants, même les Dashnak, même de tous les bords, ont dit qu'il avait été très actif pour la publicisation. Je parle de l'Office de défense du patrimoine arménien, une organisation qui s'appelle l'Office. Oui, pardon, oui. Oui, j'en ai entendu parler aussi, mais voilà. Il y a une question dans la salle? Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vais vous demander une question par rapport à un de vos titres pour partie qui était ensemble les jeunes gens joyeux En colère. En colère. Oui. Pourquoi Ce titre. oui, la référence aux petits bébés joyeux. Alors, il faut La savoir. question est sur le titre Les jeunes gens joyeux en colère. Je pense que vous entendez. Oui, oui. En fait, parce que ce qui m'a frappé, c'est alors davantage libération arménienne à Paris et une partie du CDCA, je dirais la mouvance Dashnak à Lyon, des militants des deux villes, hein, même si aujourd'hui ce n'était pas à Lyon mon sujet, des deux villes et de ces deux courants politiques donc différents, voire opposés, ont insisté sur le fait qu'il y avait du bonheur dans le militantisme, mais vraiment plusieurs. Donc le terme le champ lexical, voilà, de la joie, du bonheur, de vouloir communiquer ça, de sortir les Arméniens de la tristesse, etc. Donc ça m'a beaucoup frappé. Donc pour caractériser libération arménienne, je pensais que c'était une bonne idée. Quant au terme en colère, en fait, c'est une référence à plusieurs articles sur les Juifs en mai 68. Il y a eu plusieurs ouvrages et des articles qui sont parus dessus et dont un qui s'appelle, j'ai oublié le nom de celle qui a travaillé dessus, qui les nomme justement des jeunes gens en colère. Donc en colère, parce que justement, ils ont été socialisés dans des instances juives et puis ils voient des luttes mondiales, etc. Donc ils ont envie, voilà, ils s'intéressent aux histoires du monde et ils ont envie de montrer leur colère vis-à-vis de l'histoire du monde. Donc c'est pour ça que ce rapprochement entre comment dire, les jeunes juifs en mai 68 et les jeunes arméniens quelques années plus tard est venu. Mais la joie, là, ça vient vraiment des entretiens avec les militants qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Tu nous précises ce que tu entends par manifestation de oui. Pour 1977, oui. Alors que 1965, c'est sur les Champs-Élysées. Oui. Qu'est-ce que tu appelles la Alors, rue, moi, ce que j'appelle rue, c'est le fait d'occuper l'espace public de manière collective, c'est-à-dire d'être plusieurs. À partir du moment où on est deux, c'est un collectif. Hein, donc, une grève de la faim, c'est une sorte de manifestation de rue. Et d'avoir un objectif politique. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la définition de base qui fait que du coup, j'englobe le rassemblement de 1965 dans mon objet d'étude. C'est-à-dire que ce rassemblement des Arméniens en 65 fait partie du sujet. Ils sont dans la rue pour la première fois, rassemblés aussi nombreux, aussi massivement. Ce qu'il y a de différent par rapport à une manifestation canonique, c'est-à-dire la définition classique de la manifestation, pas la mienne, puisque moi, c'est les 3 critères que j'ai donnés, et donc du coup, j'englobe cette manifestation 1965. Par rapport à une manifestation canonique, il y a l'idée qu'il faut être sur la chaussée, qu'il faut marcher sur la chaussée et qu'il faut porter
des revendications, notamment des slogans, des pancartes, etc. Or, en 65, une chose dont on est sûr, ils sont silencieux. Voilà, ils sont silencieux, il n'y a pas de pancarte, ils ne crient pas des slogans, déjà, ils sont là, c'est absolument incroyable. Et je ne sais pas combien de temps, là pourtant j'ai interrogé 15 militants dessus, sur le 65, mais déjà, il n'y a pas beaucoup de compte rendu en fait. Donc, il y a évidemment un lâche, c'était essentiel, mais Arak ne précise pas si c'est dans la rue, c'est-à-dire au sens de chaussée. Ayastan ne précise pas non plus. Les rapports de Hergé, ils ne précisent pas non plus cette question de la rue. Je pense qu'ils sont dans la rue. Ils marchent à un moment dans les Champs-Élysées. Mais ensuite, je crois qu'ils rejoignent le trottoir et ils vont ensuite dans l'Arc de Triomphe. Par contre, une chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas de slogan, ils sont silencieux. Voilà, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de pancarte, mais c'est déjà énorme d'être là. Donc, ça fait partie, hein, mais ce n'est pas la manifestation au sens canonique de pancarte et slogan. C'est dans ce sens-là, mais ça fait partie du sujet, bien sûr. Bien sûr. Oui. Moi, j'ai une question. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parlé des universitaires marxistes. Oui. Est-ce que parmi ces étudiants, il y a une personne qui a publié son témoignage Justement. concernant les manifestations de rue? Non, justement, c'est pour ça que c'était difficile en fait. Enfin, que ça a été long comme tout travail de thèse, j'imagine. Mais en fait, on n'a aucun témoignage de militants qui a été publié à l'époque. Aucun. C'est-à-dire, à l'époque, personne n'a publié quoi que ce soit sur ces manifestations dans les années, fin des années 60, première moitié des années 1970. Quand il y a eu des publications militants, ça a été plus récent, il y a 10 ans, il y a 20 ans, bien après. Et le journal Aïbaïkar, qui relatait dans le détail les manifestations, il date que de 1977. Mais par exemple, pour la manifestation en 1970, du coup, la première fois, il écrit nos terres, les Turcs, etc. Là, c'est Ayastan. Donc, il y a quand même des comptes rendus, mais ils ne racontent pas leur vie en tant que militants, pas du tout. Donc là, c'est là que j'ai fait appel justement aux entretiens pour qu'ils évoquent. Donc moi, je leur disais tout le temps au début, ce qui m'intéresse, c'est vos pratiques. Mais en fait, les pratiques, les souvenirs, c'est difficile de se souvenir ce qu'on a fait tel ou tel jour. Donc ça occupe une petite partie de l'entretien. C'est central dans mon travail, mais vraiment c'est central, mais c'est une infime partie de l'entretien. Le début de l'entretien, c'est des questions assez classiques sur leur histoire familiale, les origines géographiques, leur scolarisation, etc., etc. Après, sur leurs référents idéologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, etc. Et puis après, la dernière partie sur les manifestations. Mais c'est vrai que des fois, je suis allée les voir 2 fois, voire 3 fois, les militants. Et quand, entre-temps, j'avais été aux archives et j'avais pu consulter les archives où on voit, il y a juste le nom de ceux qui sont interpellés. Du coup, je sais que X ou Y a été interpellé. Je leur disais des fois, alors oui, ils disaient, ah oui, c'est vrai, etc. Donc, ils ont ajouté des souvenirs un peu après. Et donc, ça, il y a, dans la troisième partie de mon travail, mais aussi qui va donc devenir un livre, quand je m'intéresse aux manifestations, je ne m'intéresse pas seulement au rapport assez clinique des RG, mais aussi justement aux militants arméniens qui étaient présents et qui évoquent. Par exemple, le 24 septembre 1981, il y a une prise d'otage au consulat de Turquie. Et donc, c'est pas ça qui m'intéresse, puisque c'est pas du tout la lutte armée qui est dans mon sujet, mais c'est des Arméniens qui sont à peu près 200, qui viennent près du... Non, pardon, pas 200, c'est les Turcs qui sont 200, les Arméniens sont 80. Ils viennent près du consulat pour soutenir les jeunes qui prennent en otage. Et là, il y a des Arméniens de tous bords, de tous les âges. Et donc, là, c'était intéressant justement de voir de manière presque charnelle comment ils se souvenaient de cet épisode. Et j'utilise leurs citations, leurs références pour faire vivre un peu cette période. Je pense que c'est, passer par les pratiques, c'est intéressant. Alors, il n'y a que seulement les archives. Voilà, donc il y a les journaux, la presse. Hein. Donc, Alatch, c'est un quotidien. Donc, voilà. Donc, Ayastan, Arménia aussi, il y a la presse. Il y a les archives diplomatiques qui sont en accès libre, hein, parce que c'est plus de 25 ans, donc c'est en accès libre. Et il y a donc les archives publiques, donc les archives nationales, où là, par contre, il faut demander une autorisation. Donc, moi, j'ai tout le temps attendu 6 mois, avant d'avoir le délai. Et alors, ce qui est intéressant, une petite anecdote, parce que vous devez être épuisé au bout d'1 heure et demie d'intervention, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé l'autorisation de me procurer le compte-rendu de la manifestation du 24 avril 1978. En fait, cette manifestation avait été interdite par la préfecture et il n'y a même pas eu une esquisse. Voilà. Et la police est aux portes de l'église Jean Goujon. Et les Arméniens ont refusé de donner leur nom. Du coup, on n'a pas non plus la liste des interpellés.
Et quand j'ai demandé à avoir le compte-rendu de cette manifestation, je l'avais eu pour celle de 76 qui avait été pourtant interdite, je l'avais eu en 77. Là, je ne l'ai pas eu. Et la réponse des RG, enfin, de la police, c'était en raison du contexte des Gilets jaunes, donc on est en 2018 quand je demande l'autorisation, nous ne pouvons pas donner suite et on ne peut vous donner qu'une partie du compte-rendu sur cette manifestation. C'est-à-dire que même l'actualité française s'immisce dans l'histoire voilà, des archives. Voilà, c'était une anecdote comme ça. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que maintenant, ces derniers mois, c'est, comment dire, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, il y avait qui travaillait aux archives, qui partait à la retraite et qui m'a donné, du coup, plus facilement, sinon j'aurais attendu à nouveau 6 mois, voilà, des archives. Et donc, voilà. Merci infiniment. Et J'avais une petite question, si c'est possible. Est-ce que je peux poser encore une question? C'était, oui, c'était est-ce qu'il y avait l'écho, enfin, parce que j'ai retrouvé l'écho de la grande manifestation d'Arménie de Yerevan? Parce que là, il y a aussi des slogans, une grande machin. Oui. Et donc, Et est-ce notaire. que, mais je veux dire, dans les, justement, des rapports Les archives diplomatiques, diplomatiques, les oui, RG, oui, tout etc. à fait. Et Dans les l'autre, archives diplomatiques, il y a, voilà. oui, Mais est-ce que, 1965. disons, au niveau des militants, parce que, bon, moi, j'étais jeune en 65, hein, après moins, mais même après, je veux dire, j'ai découvert cette manif quand j'ai fait mes travaux sur l'Arménie soviétique, mais à l'époque, on n'avait pas entendu, moi, personnellement, j'en avais pas entendu parler. Mais est-ce que donc, il y a eu un écho au niveau d'autres militants, peut-être un peu plus âgés ou plus, Oui, ils m'en ont plus parlé. informés? Ah, ils m'en ont tous parlé, mais est-ce que c'est une reconstruction parce que Voilà. depuis, ils avaient lu beaucoup de choses dessus Oui, ou pas? mais Ça, c'est difficile. à l'époque, je ne sais pas si on en a tellement, si ça avait été vraiment. Enfin, C'est moi, plus- c'est- enfin, c'est 10 ans après. En fait, par exemple, il y a un article de Arménia de 1975 qui fait écho à cette référence, qui fait, pardon, écho, excusez-moi, à cette manifestation. Moi, l'impression que son écho, c'est plus tard. Alors, je voudrais juste préciser aussi pour le rassemblement, donc rassemblement de 1965, la presse française, Le Monde, etc., ne la mentionne jamais, jamais, jamais. La presse française fait un article, Le Monde par exemple, le 23 avril 1965, pour parler du 50e anniversaire à venir, mais ne parle pas de ce rassemblement. Ce rassemblement, il n'est connu que des Arméniens, en fait. Voilà. et puis pour la dimension joyeuse, alors c'est pas tout à fait dans la rue. Moi, je me souviens qu'au retour des réunions, que ce soit à la CTU ou ailleurs, enfin bon, des machins, quand on était en petit groupe, on chantait dans le métro des chants révolutionnaires. Alors c'était une autre forme de manifestation. Donc effectivement, il y avait un côté joyeux, entre guillemets, provocateur, parce que bon, enfin, on faisait du bruit quoi, dans le métro. Très bien, bah, merci beaucoup pour votre question. merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Désolée, je vois un peu moins de questions.